La Chine, une puissance d'aujourd'hui, mais aussi, on l'oublie souvent, une puissance du passé. Que doit la Chine à l'Inde et au Japon? Que pense l'Occident de la Chine et que pense la Chine d'elle-même? Des questions et des réponses avec l'invité du Grand Angle, Han Cheng, professeur au Collège de France. Bonjour Han Cheng. Bonjour Xavier Lambrecht. Merci d'être là avec nous. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes de TV5 Monde. Vous êtes ce qu'on appelle une sinologue, c'est-à-dire une spécialiste de la Chine et en particulier de l'histoire de la pensée chinoise et notamment du célèbre philosophe Confucius. Vous êtes professeur des universités depuis 10 ans, professeur au Collège de France où vous êtes titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Au passage, je rappelle aussi que vous êtes la fille de François Cheng, qui est lui aussi un intellectuel franco-chinois bien connu, poète, calligraphe, essayiste et romancier, qui est né en Chine, qui a été naturalisé français et qui est aujourd'hui membre de l'Académie française depuis 2001. Alors, on revient à vous et d'abord un mot sur le Collège de France. Que représente pour vous cette institution d'enseignement et de recherche, une institution qui a été créée en 1530 par François Ier et qui est vraiment une institution unique au monde? D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation à parler à TV5 Monde, qui est une chaîne qui m'accompagne dans tous mes déplacements. Et Dieu sait que les collégiens de France sont amenés à parcourir le monde. Et chaque fois que je peux, je me connecte à TV5 Monde pour notamment regarder des nouvelles, enfin d'un point de vue vraiment objectif, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment quand je vais en Chine. Et donc, je suis vraiment très, très contente de m'adresser d'une certaine manière de l'autre côté de la caméra, enfin, aux téléspectateurs de TV5 Monde. Vraiment, merci encore. Alors, le Collège de France, je dois dire que je m'y suis retrouvée, disons, à mon corps défendant. Parce que moi, j'étais vraiment très, très heureuse en tant qu'enseignante à l'Institut des langues orientales, avec des étudiants qui m'ont toujours beaucoup, beaucoup stimulée. Vraiment, je me perçois comme une enseignante. Et le jour où on est venu me chercher pour le Collège de France, j'ai failli tomber de ma chaise. Enfin, on m'aurait proposé le trône d'Angleterre, que j'aurais été moins surprise. J'ai essayé vraiment d'éloigner par tous les moyens ce calice, en quelque sorte. Mais en même temps, je dois dire que je suis comment dire, très consciente de la responsabilité que ça représente. D'abord parce que pour moi, le Collège de France, c'est vous l'avez rappelé, c'est une institution très ancienne qui remonte au XVIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'humanisme européen. C'est vraiment une institution qui est le produit vraiment de l'esprit humaniste de la Renaissance européenne. Et qui est ouverte à tous. Oui, et qui est ouverte à tous, oui, c'est ça, enfin vraiment qui est absolument unique au monde. Moi, je perçois ma mission au Collège de France comme une mission de service public. Alors, on peut concevoir sa mission au Collège de France de mille et une manières. Certains apportent vraiment leur très grande érudition. Moi, je ne me considère pas comme une savante, comme une érudite, mais j'ai la responsabilité d'apporter des éléments d'information et des éléments de réflexion le plus honnête possible. C'est tout ce que je peux faire. Justement, vous êtes professeur au Collège de France depuis 10 ans et dans votre leçon inaugurale, donc qui remonte à décembre 2008, vous posiez cette question, la Chine pense-t-elle? On peut dire qu'après des siècles où l'Occident a pensé la Chine, il était peut-être temps d'écouter ce que la Chine pensait d'elle-même? Oui, la Chine pense-t-elle? Oui, c'est un titre un petit peu provocateur, mais que j'ai emprunté en réalité à un ouvrage qui porte sur l'Inde, un ouvrage de Guy Bugeaud qui s'intitule L'Inde pense-t-elle? D'une certaine manière, la Chine a connu un petit peu le même sort que l'Inde, d'abord enfin, en étant portée au pinacle justement par un certain esprit orientaliste qui est fasciné par l'Orient, etc., les sagesses orientales, mais en même temps qui s'est trouvé rejeté en dehors du domaine du précaré des philosophes professionnels
comme Kant et Hegel au XIXe siècle. Et donc la pensée chinoise a un statut très, très particulier parce que d'un côté, on ne peut pas complètement nier qu'il y ait une forme de tradition intellectuelle en Chine, mais d'un autre côté, en tout cas c'est ce que dit l'institution philosophique européenne, on ne peut pas parler de philosophie chinoise. Donc la question a toujours été de savoir si, au fond, la Chine est capable de penser. Alors, vous qui êtes une spécialiste de Confucius, Confucius c'est un penseur. Il a pensé la Chine, il a pensé les rapports sociaux en Chine. Quel est l'apport de Confucius à la pensée chinoise ? Oui, en quelques mots. Bon, oui, en quelques mots, là, il s'agirait de résumer en 2 minutes plusieurs années de cours du collège. En réalité, bon, le personnage de Confucius est un personnage qui a été un petit peu placé sur un piédestal, et je pense que Confucius lui-même n'y trouverait pas son compte. Mais donc il y a une très forte construction du personnage. Mais toujours est-il qu'il a, comment dire, je pense qu'il a marqué les esprits et il a été, peut-être malgré lui, à l'origine d'une tradition comment dire, de réflexion sur ce qu'est la place de l'homme dans l'univers. Donc les Chinois dans l'Antiquité raisonnent très volontiers en termes de ciel, terre, homme, hein, l'homme étant entre le ciel en haut, la terre en bas. Donc il y a dans cette tradition confucéenne vraiment une réflexion en profondeur avec des débats extrêmement virulent, contrairement à ce qu'on pense d'habitude sur la pensée chinoise qui serait une espèce de long fleuve tranquille. En fait, c'est pas ça du tout. La tradition confucéenne est une tradition de discussion, de débat, et par conséquent, je pense qu'on peut véritablement parler d'une tradition philosophique. Alors, le régime communiste n'aimait pas beaucoup Confucius, et depuis l'arrivée au pouvoir, notamment de Xi Jinping, il se réapproprie, il s'inspire beaucoup de Confucius, le nouveau président chinois. Oui, enfin, c'est peu dire que le régime communiste n'aimait pas beaucoup Confucius. Il a, comme chacun sait, donc il a pris le pouvoir en 1949. Mais pour ce qui est de l'histoire de Confucius au XXe siècle, le régime communiste a pris simplement la suite d'un processus qui a commencé au tout début du XXe siècle. Donc on ne peut pas dire qu'il innove en la matière. Hein. Donc tout le XXe siècle chinois s'est appliqué en fait à détruire tout l'héritage confucéen. Mais pourquoi justement le président d'aujourd'hui essaie de le récupérer ? Oui, mais alors donc ce qui est quand même assez frappant, c'est de se rappeler, on n'a pas besoin d'une mémoire très longue pour se rappeler que il y a quelques décennies, c'est-à-dire il y a à peine une génération, pendant la Révolution culturelle, donc entre 1966 et 1976 en gros, vous aviez les gardes rouges qui démolissaient consciencieusement tout ce qui pouvait rester de l'héritage confucéen, physiquement, intellectuellement, et même, enfin, il y a eu aussi des dégâts humains. Ces gardes rouges qui avaient 20 ans à l'époque voulaient retrouver maintenant qu'ils sont au pouvoir, et vous avez l'équipe au pouvoir actuellement qui maintenant est celle qui érige des statues de Confucius dans tout le pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il parvient à concilier l'individu et le collectif, c'est ça, la force de Confucius ? Non, je pense que c'est le motif principal, c'est de trouver en fait une sorte d'icône d'identification nationale. Donc Confucius, ça a été justement la figure emblématique. Il fallait absolument abattre pendant tout le XXe siècle, parce qu'il représentait justement toute la culture traditionnelle. Et maintenant, on le remet sur son piédestal parce que il est censé incarner justement toute l'identité chinoise, l'identité nationale, culturelle, etc. Oui. Alors, vous donnez un cours, je crois, sur les apports du Japon et de l'Inde à la Chine.
pendant des siècles, en fait, l'Inde, la Chine et le Japon étaient assez proches. En fait, c'est l'arrivée des Occidentaux qui a séparé ces trois entités. En quelques mots, qu'est-ce que l'Inde a apporté d'essentiel à la Chine? C'est le bouddhisme? Oui, d'abord, oui, bien sûr. Là, je crois qu'on a affaire à, comment dire, à un transfert culturel majeur que l'humanité a rarement connu. Et pour la Chine, ça a véritablement représenté un apport essentiel. Moi, je donne pas cher, en fait, de la tradition intellectuelle chinoise sans l'apport du bouddhisme venu de l'Inde. Il faut aller très vite. Et le Japon, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que le Japon a apporté la modernité à la Chine, une forme de modernité? Oui, certainement, mais le Japon, avant même d'apporter la modernité clé en main à la Chine, a été aussi, comment dire, un contest, enfin, disons, pour parler bien français, un challenger de la, oui, enfin, disons une entité culturelle qui a vraiment contesté la centralité chinoise de manière très très efficace. Et évidemment, c'est ça qui a permis au Japon justement d'apporter la modernité à la Chine. Ouais. Aujourd'hui, la Chine telle qu'elle existe, elle veut devenir, son ambition, c'est de devenir ou de redevenir, parce qu'elle l'a été à travers les siècles, de redevenir la première puissance mondiale. Oui, enfin, disons que le discours officiel ambiant actuellement, c'est de dire l'heure de la revanche a enfin sonné. Donc on monte en épingle justement toute la période qui a commencé avec les guerres de l'opium. On érige ça comme une forme de colonisation de la Chine par les puissances occidentales qui... une parenthèse dans l'histoire chinoise, en fait. Oui, qui, je le rappelle, a également inclus le Japon. Mais enfin, toujours est-il que il y a actuellement cette idée que l'heure de la revanche chinoise a sonné. Je vois, vous avez un livre à côté de vous. Oui, très important. Oui. Alors, c'est le dernier né de cette collection bleue des budets chinois que je co-dirige avec quelques collègues aux éditions des Belles Lettres. Donc, ce sont les deux arbres de la voix. Les deux arbres de la voix. Alors, vous avez donc le livre de Lao Tzu, c'est-à-dire le Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu, et les entretiens de Confucius dans la traduction extrêmement novatrice de Jean Lévy. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe très très vite. Je voulais dire que vos leçons au Collège de France, c'est tous les mercredis à 11 h. Ça continue jusqu'au 31 janvier 2019. Que vous donnez aussi des séminaires l'après-midi à 16h30. Et puis, on peut retrouver, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller vous voir, toutes vos leçons au Collège de France à l'adresse, je pense, qui apparaît sur l'écran. C'est http, donc books.openedition.org/cdf pour Collège de France. Merci beaucoup, Anne Cheng, d'être venue nous donner envie de connaître un peu mieux la Chine. Je sais que ça a été très très vite, mais voilà, vos cours continuent donc au Collège de France. Merci d'être venu nous en parler. Merci, bonne fête à vous et merci bonne fête à tous les téléspectateurs de TV5 Monde. Partout dans le monde et notamment en Chine. Oui, tout à fait. Merci.